Bonjour tout le monde. Dans le Land de Sarre, pas d'assouplissement des règles sanitaires pour le moment avec la flambée des cas. Nos voisins redoublent d'efforts pour inciter les personnes de 60 ans et plus à se faire vacciner. Tandis qu'en France, c'est le pass vaccinal qui est sur toutes les lèvres, mais pas dans toutes les poches. Voici les titres du journal. Depuis hier, le pass vaccinal a remplacé le pass sanitaire, notamment pour accéder aux bars et restaurants. Le principe reste le même, il faut montrer patte blanche avec son QR code. Découvrir ou redécouvrir les édifices du secteur grâce aux visites virtuelles. Exemple à l'église Saint-Martin de Sarralbe, la société Visual Spect revient sur la réalisation de ce format. 40% des oiseaux auraient disparu en 30 ans. La LPO et le Muséum d'histoire naturelle vous invitent ce week-end au comptage national des oiseaux des jardins pour connaître l'évolution des populations. Toutes les infos sur leur site internet. Littérature également. Après avoir étudié certains de ces livres au lycée Tessier de Bitche, les jeunes ont rencontré et écouté l'auteur Astrid Elliard dans le cadre des nuits de la lecture à la médiathèque. Et nous donnerons également la parole à Marc Zingraf, maire de Sarreguemines et conseiller régional du Grand Est. Sous ces deux étiquettes, il dressera le bilan de l'an passé et évoquera les perspectives et projets pour la suite. Son entretien est à retrouver dans quelques minutes en fin d'émission. On démarre avec le précieux Sésame, le pass vaccinal qui remplace le pass sanitaire depuis lundi pour les 16 ans et plus. Il donne accès aux salles de cinéma et de spectacle, aux trains interrégionaux, aux salles de sport ou encore cafés et restaurants. La mesure divise. Fanny Bragard et Ghislain Schumacher sont allés recueillir les avis au centre-ville de Metz. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir votre pass vaccinal s'il vous plaît ? Le geste est devenu habituel. Depuis 7 mois déjà, Joël contrôle le pass de ses clients, qu'il soit sanitaire ou vaccinal. Pour ce barman messin, ça ne change rien. La fréquentation de son bar est en chute libre, moins 60% sur le mois de janvier. Vis-à-vis de nous, ça ne change pas vraiment grand-chose, parce qu'on vérifiait déjà les passes systématiquement. Après, on avait quand même de moins en moins de personnes qui venaient avec un test au niveau du bar. La plupart des gens étaient déjà vaccinés. Le pass vaccinal ou avant le pass sanitaire, ça nous permet de rester ouvert, donc ce qui est déjà une bonne chose. Mais à quel prix ? Côté client, on prend son mal en patience, alors que près d'un Mosellan sur 2 a reçu sa dose de rappel. Ça ne change rien parce que je côtoie et je vois tous les jours des gens qui sont vaccinés avec les 3 doses, pourtant qui sont positifs. Donc pour moi, ça ne change rien du tout. Pour moi, il n'est pas fiable du tout. Parce que à part obliger les gens à se faire vacciner, pour tous ceux qui ne le sont pas, je vois pas l'intérêt. Dans les rues de Metz, l'incompréhension domine. Perdue au milieu de tous ces changements, cette étudiante essaye d'y voir plus clair. Je pense qu'au fur et à mesure, on commence un peu à se délaisser de tout ça et se laisser porter. Donc on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Mais le pass vaccinal a aussi ses défenseurs. Je pense qu'il est très bien. D'accord, et pourquoi ? Parce qu'il faut que tout le monde soit vacciné. Je crois qu'il faut employer toutes les méthodes pour que les gens se vaccinent au maximum, pour qu'on puisse éviter cette pandémie rapidement. Validé par le Conseil constitutionnel, le projet de loi du pass vaccinal prévoit une application possible jusqu'au 31 juillet. Place à la littérature contemporaine maintenant. Ce week-end s'est tenue les nuits de la lecture. À Bitche, la médiathèque Joseph Schaeffer a organisé une rencontre avec l'autrice Astrid Elliard. Cette dernière participe pour la 2e année consécutive au prix des lycéens Folio avec son ouvrage « La dernière fois que j'ai vu Adèle ». Un livre étudié en classe par les élèves du lycée qui ont participé à la soirée d'ailleurs. Regardez. Un week-end marqué par les nuits de la lecture. Vendredi soir, la médiathèque de Bitche accueillait Astrid Elliard, autrice contemporaine, venue lire des extraits de son roman Danser, paru en 2016. Elle a un joli visage, mais je ne sortirai pas avec. Voilà, je crois qu'on ne m'a jamais aussi bien résumé, physiquement je veux dire. Personne n'a envie de sortir avec moi. C'est la conclusion qu'on tire d'un rapide examen de mes cheveux blonds, de mes yeux marrons. J'essaye de leur transmettre mon amour des histoires, des livres, pénétrer dans des mondes imaginaires, de voyager. On a besoin de ça, c'est vital. La littérature, c'est pas juste une affaire d'auteurs morts et de livres poussiéreux, c'est aussi quelque chose de bien vivant et ancré dans le monde réel. Un livre qui raconte l'histoire de 3 adolescents, élèves à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Dans le public des élèves du lycée Tessier, l'autrice les a rencontrés l'après-midi au lycée pour échanger avec eux sur un second ouvrage, La dernière fois que j'ai vu Adèle, paru en 2019.
C'est un texte qui interpelle, quoi. C'est une jeune fille qui est radicalisée, qui tombe amoureuse et qui part faire le dîner avec son amoureux. Donc c'est un sujet sensible, la radicalisation des jeunes filles en l'occurrence. J'ai trouvé l'histoire très intéressante parce que c'est très rare que dans un livre on parle de radicalisation et en même temps de liens familiaux et d'essayer de comprendre en fait la psychologie des personnages et le pourquoi du comment. Le roman d'Astrid Elliard a été sélectionné pour le prix des lycéens Folio, une opération à laquelle le lycée de Bitche participe depuis 4 ans. Les lycéens de 600 établissements français voteront pour leur roman préféré parmi 6 ouvrages, des livres préalablement étudiés en classe. Je trouve ça très intéressant de rencontrer des auteurs parce que, par exemple, on prend un livre lambda qu'on lit, on a très envie que l'auteur ou l'autrice soit notre ami pour qu'on puisse en discuter et poser des questions sur le livre pour en apprendre plus en profondeur sur les personnages et sur l'histoire. La lecture s'est poursuivie par un échange avec l'autrice. En écrivant des histoires sur les adolescents et leurs difficultés, Astrid Elliard parvient à toucher la jeunesse actuelle. Les lycéens bitchois voteront-ils pour elle? Le résultat du prix Folio sera connu d'ici quelques mois. Et après la jeunesse, place aux oiseaux. Les 29 et 30 janvier, la Ligue pour la protection des oiseaux et le Muséum d'histoire naturelle vous donnent rendez-vous dans votre jardin pour un comptage national. Le principe est simple, pendant 1 heure, vous comptez chaque oiseau qui se pose dans votre jardin, sur votre balcon ou dans le parc public de votre choix. Puis vous renseignez vos observations sur le site de l'Observatoire des oiseaux des jardins, www.oiseauxdesjardins.fr. Le site vous donne tous les détails de cette opération et vous propose de remplir une fiche sur laquelle vous trouverez un trombinoscope des espèces pour pouvoir les reconnaître plus facilement. C'est une belle activité à faire en famille. Et toujours depuis chez vous, vous pouvez admirer l'église Saint-Martin de Sarralbe. Si, c'est possible avec les visites virtuelles. C'est un format qui s'est multiplié depuis le premier confinement. Ici, c'est la société Visual Spect qui a réalisé cette prestation pour la ville. Retour sur les lieux avec Thibaut Desmerlet. Visitez la cathédrale de la Sarre à Sarralbe n'importe quand et n'importe où sans s'y rendre. C'est chose possible depuis plus d'1 an avec un tour virtuel du monument. Florian Schneider et Mathieu Denler reviennent sur leur lieu de tournage pour nous en expliquer sa réalisation. Ils ont utilisé cette petite caméra portative. Et qui en fait permettent de prendre des photos en 360 globalement avec nous qui ensuite sur l'ordinateur on va utiliser une méthode qui s'appelle le stitching qui permet justement d'aplatir en fait ces images et ensuite les rendre avec une perspective. Les images sont arrondies à cause des optiques utilisées, elles sont donc rassemblées et traitées par la suite. Ces photos sont prises à plusieurs points différents pour pouvoir simuler le déplacement dans le tour virtuel. C'est la ville qui leur a passé commande pour pouvoir le diffuser sur leur site web. Ça fonctionne dans plusieurs domaines. Actuellement, on a les collectivités qui veulent justement montrer un peu plus de leur patrimoine, mais on a aussi d'un autre côté des tours immobiliers. Et puis il y a plein de choses aussi qui peuvent se faire, c'est-à-dire télécharger des documents, afficher des images, des éléments textuels. C'est quelque chose qui éveille l'intérêt, mais qui est encore au stade un peu préliminaire. Le tour virtuel est également disponible via Google Maps. Florian et Mathieu font partie de la société locale Visual Spect, spécialisée notamment dans ce type d'intervention. Mais voir l'église à travers ses yeux reste une toute autre expérience. Et bien d'autres monuments sont à découvrir à travers le monde grâce au virtuel. Eux étaient bien présents pour mettre à l'honneur le tir sportif. Après 2 années sans compétition, 17 pistoliers et carabiniers de la Société d'escrime et de tir de beach ont participé au championnat régional de Lorraine 10 mètres et sont repartis avec de belles récompenses. Sur 38 tirs en individuel, 8 médailles d'or ont été décrochées, 4 médailles d'argent, 9 médailles de bronze. Et en classement par équipe, 5 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Félicitations aux tireurs, dont 14 d'entre eux sont qualifiés pour les championnats de France en février prochain. Du froid, du brouillard et peut-être de la grisaille. On va voir si on a visé juste avec les prévisions météo de demain. Et puis on se retrouve juste après pour une interview de Marc Zingraf qui répond aux questions de Julia Bitran. A tout de suite. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde, cette nuit il a fait assez froid pour recouvrir notre paysage de givre. Si les brouillards vont finir par se lever dans le courant de l'après-midi, restez prudents sur les routes car les brouillards givrants seront de retour en soirée et dans la nuit. En ce qui concerne la journée de demain, le brouillard sera toujours présent en matinée. La visibilité s'améliore ensuite peu à peu mais le ciel restera très couvert pour toute la journée. Pour autant, le temps restera sec. Côté température, les minimales iront de -2 à -1 degré et les maximales de 1 à 2 degrés. Demain nous fêtons les pôles et il fera jour de 8h13 à 17h21. Passez tous une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Salut. Salut. Coucou. Ça va? Tout le monde s'est moqué de moi à l'école parce que j'ai dit que manger de l'ail ça protégeait du coronavirus. Qu'est-ce qui t'a pris? L'ail ne protège pas du coronavirus. Quoique si t'en manges une quantité un peu trop importante, ça peut créer de la distanciation sociale. Ok, c'est donc l'épisode où on se rend compte que mes petits hommes se frottent aux fake news. Mais c'est peut-être pas si grave. Ça, c'est la phrase qu'Erwan ne devrait pas dire en général. J'avais lu ça sur internet et quand le prof m'a interrogé, je me suis lancée. Et après, on m'a appelé Théo aïe 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 toute la journée. J'ai une idée. Pardon, c'est plutôt celle-là, la phrase qu'Erwan ne devrait pas dire en général. On va inventer les gestes barrières anti-fake news. Ainsi, tu te feras plus avoir. Geste barrière anti-fake news numéro 1. On doit rester critique sur ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Ne pas s'enflammer. Numéro 2. Si on repère une fake news en ligne, on demande à celui qui l'a postée de la retirer. Numéro 3, on signale la fake news à la plateforme où elle a été postée. Je les aide un peu quand même. Numéro 4. Si on a un doute, on check sur des sites qui vérifient les infos. Ce sont des sites qui vont débusquer les fausses infos des vrais. Et le 5e, c'est facile. Il faut faire plus de bruit que ceux qui répandent les fausses infos. Juste pour vous dire, ça donne un torticolis de dingue de vous regarder comme ça. La démultiplication des réseaux sociaux a accentué et accéléré la circulation des fausses nouvelles. Alors, on récapitule. Restez critiques, vérifiez, signalez, demandez la suppression des fake news à leurs auteurs. Et surtout, partagez les bonnes infos. Dis-moi, il y a une rumeur qui court. Il paraîtrait que tu t'adresses à nos spectateurs. Pas du tout, c'est une fake news. De retour sur notre plateau pour quelques minutes en compagnie de Marc Zingraf, maire de Sarreguemines et conseiller régional du Grand Est. Face à l'objectif, il revient sur l'année 2021 et les perspectives pour cette nouvelle année. C'est un entretien mené par Julia Bitran. Marc Zingraf, bonjour. Bonjour Julia. En tant que maire de Sarreguemines, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier en 2021 ? Il y a tout près d'ici la fin des travaux concernant l'école des faïenceries. Je suis très heureux d'avoir pu aboutir puisque les enfants, c'est toujours notre priorité. On n'investit jamais mieux que quand on investit pour des enfants. De manière générale, quel est l'état des lieux ? Comment se porte Sarreguemines à vos yeux ? Écoutez, Sarreguemines avance, dans l'air du temps. Je suis maire depuis 2 ans, et bien je termine tout doucement la 2e année Covid, et le spectre du Covid est toujours là, c'est toujours l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, et il faut faire avec. Sarreguemines se porte donc bien, puisque nous résistons, nous avons fait preuve de résilience. Cette année, entre les moments où nous avons participé,
ce qu'il fallait faire pour dépister la maladie, ce qu'il a fallu faire pour vacciner ensuite, eh bien nous avons tenu bon. Et malgré tout ce qui n'a pas pu se faire en 2020, eh bien en 2021, sur le plan de la culture, sur le plan des sports et dans bien d'autres domaines, nous avons pu avancer. On peut donc dire qu'on a essayé d'optimiser cette année et que je suis confiant pour le reste. L'un des plus gros projets à venir, c'est l'aménagement de la friche des anciennes faïenceries. Ça va enfin commencer cette année. On en est où? Il y aura quoi? Alors de manière très précise, l'année 2021 a été consacrée aux études nécessaires. Elles sont obligatoires, les études faune, flore, état des sols, état des bâtiments, etc. Pour vous donner une indication qui montre qu'il faut une année pour ces études-là, c'est que l'étude concernant la faune, par exemple, supposait un relevé des espèces au printemps, en été, en automne, en hiver. Donc il a fallu une saison, enfin le passage complet du cycle des saisons pour avoir un retour qui va m'arriver dans les prochains jours concernant cette année d'études. Au-delà, en 2022, eh bien, nous allons pouvoir cette fois-ci procéder véritablement aux premiers travaux d'approche de ZAC, c'est-à-dire de prendre d'un côté les 33 hectares et la liste des projets et voir comment ces projets peuvent se répartir sur cet espace, comment on peut les conjuguer, les alterner, les remplacer quelquefois ou y renoncer lorsque ce n'est pas possible, tout en tenant compte évidemment de la nécessité de prévoir de la place pour la communication par les voies routières, et cela c'est toujours relativement compliqué puisque je ne sais pas si on parlera de questions de déviation, il faut anticiper par rapport à des débouchés, par rapport à des accès qui sont toujours difficiles à anticiper. Voilà, donc cette année, répartition, organisation de cet espace, voilà ce qui est prévu avec peut-être et probablement les premières démolitions, puisqu'on va pouvoir, à partir du moment où on a une petite idée, voir ce qu'on garde et voir ce qu'on ne garde pas. Mais concrètement, qu'est-ce qui se profile? Il y a déjà des choses qui sont à peu près bouclées. Alors, il y a quelques certitudes. Il y a par exemple la certitude inspirée de notre profond respect pour les questions environnementales, cette volonté, cette certitude de garder la forêt. 6 hectares de forêt, dans un concept de forêt urbaine évidemment, mais tout à fait respecté dans sa relation à la nature, avec la volonté de renaturer un cours d'eau qui passe aussi, qui a connu ses heures de gloire à l'époque des faïenceries. Ça c'est déjà une certitude. Ensuite, de proposer de l'habitat, un habitat plus éco-responsable, plus proche de la question de la nature, autour de cette forêt, mais de manière limitée, parce que tout ce que nous allons faire sur ces 33 hectares sera au service du centre-ville. Il ne s'agit pas de déshabiller le centre-ville pour cette zone, au contraire, cette zone est une plus-value, un plus pour faire un centre-ville attractif. Quels sont les autres grands projets pour Sarreguemines en 2022 ? Alors, en 2022, bien sûr, nous allons poursuivre un certain nombre d'opérations qui ont été quelquefois interrompues dans le cadre de la lutte contre le Covid, notamment au niveau de la place du marché. On va reprendre les travaux qui vont améliorer l'attractivité du secteur de la vieille ville, donc la place du marché, mais également, il nous reste à terminer sur la ville la répartition de ce qui concerne le réseau de chaleur, puisque les 3/4 à peu près de ce réseau de chaleur ont trouvé maintenant une fonctionnalité ou un caractère opérationnel abouti. Il nous en reste un petit peu à réaliser. Il y a quelques obligations dans le domaine sportif, à terminer ce qui concerne à Beau Soleil les vestiaires pour l'installation sportive du foot. Il y a bien sûr également un certain nombre d'éléments de voirie qui sont la conséquence tout à fait logique des travaux du réseau de chaleur, puisque là où on a abîmé, eh bien, il faut réparer et remettre en état, et on en profite pour améliorer ce qui est proposé. Voilà, relancer bien sûr aussi la dynamique culturelle, puisque nous avons signé en 2021 une convention, un accord en matière de projets culturels. Eh bien, cela va petit à petit s'installer également dans nos habitudes. Nous avons modifié également la forme de ce qui concernait le Festival du Platte, puisque vous savez qu'avant on consacrait une semaine, un week-end, une semaine ou deux à la question du Platte. Elle va être, la cause du Platte va être défendue tout au long de l'année avec des rendez-vous que nous allons mettre en place. Voilà, il y a beaucoup d'objectifs pour cette année.
Et puis le projet Cœur de Ville, ça c'est toujours votre leitmotiv. Oui, Action Cœur de Ville reste, à mon avis, le fil conducteur des politiques municipales, de la nôtre, bien sûr, en particulier. Non pas tant qu'Action Cœur de Ville nous amène des moyens considérables, mais Action Cœur de Ville a été l'occasion d'une prise de conscience de notre point de vue et de notre côté, mais également, je le crois, des pouvoirs publics et du côté de l'État, de la nécessité d'amener un regard différent sur les petites villes, de faire en sorte qu'on puisse réunir tous les acteurs qui doivent véritablement se sentir concernés et se concerter pour bâtir l'avenir d'une ville. C'est le moment indispensable. Alors l'avenir justement, la population de Sarreguemines vieillit. Comment comptez-vous faire pour attirer des jeunes dans votre commune ? Alors, tout d'abord, pour attirer des jeunes, pour attirer des familles, il faut de l'emploi. L'emploi reste la priorité sur notre territoire, c'est la priorité de la communauté d'agglomération, mais également une priorité, bien sûr, que nous recevons comme telle du côté de la ville. Il faut ensuite, ma foi, faire avancer tous ces projets-là, en termes d'habitat, mais également, on a parlé du culturel, on a parlé du sportif, de tout ce qui peut intéresser la jeunesse, et il faut continuer à le travailler régulièrement. On a la chance d'être une ville étudiante. C'est également une réponse. Vous avez évoqué la question d'une ville vieillissante. Imaginez ce que ce serait sans les étudiants. Je rappelle qu'il y a plus d'1 millier d'étudiants à Sarreguemines sur un ratio de population de 20 ou 21 000. Bon, vous voyez que c'est extrêmement intéressant d'avoir des jeunes. Il faut continuer à travailler en ce sens-là. Mais eux ne restent pas forcément. Oui, il faut faire en sorte qu'à travers l'emploi, on puisse stabiliser une partie de cette jeunesse. Voilà. Alors c'est un combat évidemment qui est celui de notre ville, mais c'est le combat aussi, vous citiez Action Cœur de Ville, de 222 villes dans notre pays. C'est un sujet d'actualité nationale. Durant votre campagne pour les élections municipales, il y a 2 ans, vous disiez « je serai maire à 100%». Alors on pouvait comprendre cette phrase comme une déclaration de non-cumul des mandats et pourtant l'an dernier vous avez été candidat et vous avez été élu conseiller régional du Grand Est sur la liste du républicain Jean Rotner. Est-ce à dire que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ? Alors, je ne le vois pas tout à fait comme cela. Je peux comprendre que certains le disent ou le pensent, mais dans la réalité, il n'en est pas ainsi. La politique, c'est aussi d'abord de l'expérience. Alors, la liste de Jean Rotner est une liste absolument ouverte qui a rassemblé effectivement des élus de la droite et du centre, dont je fais partie, dans cette volonté d'aborder la question régionale d'une manière quelque peu différente. La région, c'est extrêmement grand, la région Grand Est. Il est important que la région se rapproche des territoires. Et en faisant en sorte de donner la parole aux maires pour pouvoir s'exprimer dans cette grande région, eh bien on rapproche la région des territoires. C'est le cas. J'ai eu l'occasion de défendre évidemment les projets de l'ensemble de la région Grand Est, je fais partie de cette assemblée, mais aussi de notre ville, de notre territoire, voire même des individus. Je peux vous donner quelques exemples. Je porte par exemple un dossier qui concerne INEOS, concernant la biomasse sur le thème environnemental. J'ai pu cette année m'impliquer dans la rentrée des établissements scolaires, des lycées qui sont en compétence région, pour amener une aide aux établissements, voire même aux lycéens dans certains cas, ou aux étudiants quand il s'agissait de s'inscrire dans des formations. C'est bien l'idée qu'on est là au nom de la région pour répondre à l'individu sur le territoire et pour veiller à ce que la cohésion se passe de la meilleure manière. Un exemple en matière de réseau ferré, en matière de Zarban, j'ai eu au cours de l'année dernière à différents moments l'occasion d'intervenir pour pérenniser, vous vous souvenez de l'opération avec le maire de Sarrebruck, mais pour pérenniser, voire pour assurer un avenir aux liaisons entre Sarrebruck et Strasbourg, passant par Sarreguemines. Évidemment, je pense qu'on est extrêmement utile au quotidien pour défendre notre territoire, même au niveau d'une région. Et c'est la raison de mon choix. Au niveau de la région Grand Est, vous êtes vice-président de la commission Relations internationales. Quelle est la priorité ? Alors, la priorité, d'abord, concerne des éléments extrêmement concrets.
on a pu voir des priorités à l'œuvre à travers la question de la santé, puisqu'avec l'Eurodistrict, nous avons mis en place un centre de dépistage à la Brème d'Or très tôt, au moment où la situation l'exigeait. Donc la santé, aujourd'hui, ça reste extrêmement important. J'ai pu rapprocher aussi la clinique de Sulzbach de l'hôpital de Sarreguemines récemment pour essayer d'envisager des coopérations à l'avenir, comme on peut le faire dans d'autres domaines. Ça, dans le secteur transfrontalier, la santé, c'est extrêmement important. Ça l'est également sur le plan commercial. On est en train de réfléchir à travers l'Eurodistrict, mais également avec les entités de la région, pour mettre en place des cellules d'observation, des développements respectifs de part et d'autre de la frontière, pour qu'on se fasse de moins en moins de concurrence et pour que les développements soient de plus en plus concertés. Ça, ce sont également des éléments de priorité. L'emploi, le transfrontalier, les transfrontaliers d'ailleurs dans leur emploi quotidien. J'ai eu l'occasion à travers le CPI, qui est donc le Conseil parlementaire interrégional, d'intervenir sur la question du télétravail, puisque nos frontaliers, eh bien, dans la période de Covid, ont été amenés à travailler dans des conditions différentes. Cela a supposé un certain nombre de décisions, de protections qu'il a fallu rapidement mettre en place, et on s'y est employé. Et en dehors des relations internationales, de manière générale, pour le Grand Est, à vos yeux, quel est l'enjeu majeur en 2022 ? Pour le Grand Est, je pense que le Grand Est doit être un territoire extrêmement dynamique en termes de développement économique, en relation justement avec le transfrontalier dont on vient de parler. Je pense qu'on est une région qui a tout un versant concerné par la question européenne, et je pense qu'on doit être véritablement aux avant-postes de la question européenne en matière de collaboration. Eh bien, il vous reste 30 secondes pour conclure cet entretien. Alors j'en profiterai pour souhaiter à tous les Sarregueminois, parce qu'on a de moins en moins l'occasion de le faire en direct pour les raisons de Covid que j'ai évoquées, une excellente année 2022, la santé bien sûr, mais aussi et surtout la sérénité et l'optimisme. Parce que si on se laisse dominer par le ressentiment qui sort de cette expérience qui est quelquefois traumatisante au quotidien, de voir un univers masqué autour de soi en permanence, eh bien il ne faut pas que le masque cache en permanence le sourire, il faut savoir, derrière le masque, voir le sourire. Et bien on va terminer sur ces notes d'espoir. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Sur ces derniers mots, on termine notre émission. Demain, c'est Margot qui vous accueille pour un nouveau journal. Prenez soin de vous et à bientôt.